Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Alors j'avais prévu de faire un épisode sur un autre sujet aujourd'hui, mais j'ai reçu ce message en privé sur Insta. Et en fait, je me suis dit que c'était trop important pour que j'en fasse pas un épisode. Donc, le message que j'ai reçu, c'est « Coucou Nina, je voulais t'écrire car quand j'écoute ton podcast, ou même tout ce que tu arrives à dire sur le monde de l'invisible, j'ai l'impression que c'est en toi, que tu n'as jamais eu peur de ce que les autres allaient penser. Parfois, j'ai envie d'expliquer tout ça, tout ce que les gens ne voient pas, mais je me dis qu'ils vont me juger, me prendre pour une folle. Je sens que ça travaille en moi en ce moment, ce truc. » Ok. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui résonnent avec ce message ou qui pensent pareil, déjà, c'est qui les autres ? Quand on dit « j'ai peur que les autres vont me juger », qui c'est ? Et comme on a tendance à se créer tout un tas de films dans notre tête, c'est bien de faire une liste. De qui c'est les autres dont j'ai peur. Parce qu'en faisant ta liste, déjà, tu vas te rendre compte qui est dessus. Et ça se trouve, il y a des gens, genre la voisine, on s'en fout. Si c'est grand-tonton que tu vois jamais, voilà, pareil. Donc voilà, faire une liste, déjà, ça va permettre de réancrer ta peur, de voir la différence entre le film qu'on se fait et la réalité. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai choisi de répondre aussi à ce message sur cet épisode, c'est parce que, oui, ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai que c'est en moi tout ça, que j'assume pleinement qui je suis et en quoi je crois maintenant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a surtout pas été le cas au début, même si je trouve que chez moi, cette phase n'a pas été très longue au final, quand je compare à d'autres personnes. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ton tournant, ta reconversion, ton éveil, peu importe comment on appelle ça, mais que tu découvres une technique révolutionnaire ou que toi, tu as subi un soin révolutionnaire, il y a une partie de nous absolument naturelle et humaine qui a juste envie de partager cette chose incroyable qui nous est arrivée avec le monde entier. Et en général, on a envie aussi que tout le monde fasse la même chose. Genre, j'ai fait ça, ça m'a trop bien aidé, tu devrais le faire aussi. Et on rentre un peu dans l'envie de sauver tout le monde. Ce qui, en général, résulte par des grosses claques dans la tronche. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens autour de nous, ils veulent pas guérir ou ils veulent pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je me souviendrai toujours que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose et voir à quel point ça marchait pour moi et que ça marchait pour les personnes qui venaient me voir, le mec avec qui j'étais à l'époque, je commençais forcément à voir des schémas que j'avais chez mes clients qui étaient aussi chez lui. Donc je commençais forcément à voir que, disons, sa relation avec son père était pas top, avec sa mère non plus. Et je commençais à lui dire des choses que je voyais. Et il m'a dit un truc qui m'a toujours marqué, mais il m'a dit « Nina, tu vois des problèmes où il n'y en a pas. » Et grosso modo, il est en train de me dire que j'étais en train de lui créer des problèmes qu'il n'avait pas. Ça m'a quelque part ouvert les yeux sur le fait que, alors, il avait tort et raison en même temps, dans le sens où effectivement, j'étais en train de lui créer des problèmes, puisque lui pensait qu'il n'avait pas de problème. Donc le fait que je lui dise qu'il a un problème, ça venait en créer un. Donc oui, j'étais en train de lui créer des problèmes, mais en même temps, il avait ses problèmes, c'est juste qu'il les voyait pas. Donc
Donc ouais, il y a... mais ça a été une belle leçon pour moi de me dire que oui, en fait, tant que la personne ne voit pas qu'elle a un problème, ça sert strictement à rien de lui dire qu'elle a un problème puisqu'elle est absolument pas prête à le voir, elle est absolument pas prête à travailler dessus et elle est encore absolument moins prête d'en parler avec toi. Donc ouais, ça a été une des premières choses que j'ai compris. Et j'ai vu aussi un moment qui a été très très fort pour moi, c'est je l'ai vu quand j'ai fait ma reconversion. Quand j'étais illustratrice de livres pour enfants et que je rencontrais des gens, qu'on me demandait ce que je faisais et que je disais que je faisais ça, les gens me regardaient avec des étoiles plein les yeux. Genre j'étais en train de faire le plus beau métier du monde. Quand j'ai commencé à répondre à la même question en disant que je faisais de l'hypnose, où j'emmenais les gens parfois dans les vies antérieures, comment dire, le regard n'était plus du tout le même. Il n'y avait plus d'étoiles, je sentais un peu de méfiance, de la peur, je pouvais voir tout un tas de choses dans leur regard. Et je parle même pas des mots qui étaient en train d'être dits, je parle juste du regard que les gens portaient sur moi à ce moment-là. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut lire dans un regard, on peut lire beaucoup beaucoup de choses. Ce qui fait que quand j'ai commencé à dire que je faisais de l'hypnose, je l'ai dit dès le tout début d'ailleurs, j'ai passé un temps et une énergie énorme à me justifier. Quand les gens me disaient oui, mais les vies passées, ça n'existe pas, pourquoi est-ce que tu crois à ça, blablabla, comment tu peux faire ça, je rentrais dans des débats qui duraient des heures. J'ai compris avec le temps que en fait tu n'as plus besoin de te justifier quand toi tu assumes pleinement ce que tu es en train de faire. En général, tu rentres dans ce chemin de devoir te justifier quand t'es pas sûr, quand tu doutes, quand voilà, t'es pas 100% complètement aligné avec le fait que bah oui, mais je fais ça et c'est génial et j'aide des gens. Et en même temps, euh, je te dis ça, mais il y a... c'est très très fort en fait quand tu comprends que tu n'as plus besoin de te justifier. Et heureusement, je crois, je suis arrivée à ce stade-là, juste avant que ma mère me dise un jour au téléphone qu'elle pensait que je faisais du charlatanisme. Ce jour-là, heureusement, j'étais de bonne humeur. Ce qui fait que j'ai pu lui dire, j'ai pu lui répondre, maman, ce que tu es en train de me dire, c'est ton problème et c'est ta croyance. Parce que moi, j'adore ce que je fais. Je m'éclate à faire ce que je fais. Et je sais que les gens qui viennent me voir aiment ce que je fais, que ça est utile pour eux, que ça les aide. Donc le fait que tu penses que ce que je fais est du charlatanisme, c'est ton problème. Ma mère, heureusement, à ce moment-là, était suffisamment intelligente pour me dire « Oui, tu as raison ». Bon, je vais te rassurer, hein. Maintenant ma mère me dit plus que je fais du charlatanisme, elle me dit juste que ma fille, je crois pas en ce que tu crois, mais je sais que tu fais du bien aux autres. Ce qui, honnêtement, est déjà énorme et tout ce que je peux lui demander. Mais dans ma famille, il n'y a pas grand monde qui croit en ce que je crois. En fait, il y a quasiment que ma sœur, ma nièce, mon chéri. Mais voilà, la plupart des gens dans ma famille sont athées, ne croient pas du tout à ça. Voire j'ai un oncle hyper catho qui pense même que faire des soins sans avoir été baptisé, sans avoir subi tous les rites de l'église, c'est jouer avec le diable. C'est toujours sympa quand ton oncle te dit ça. Mais tout ça, au jour d'aujourd'hui, ne m'atteint plus. Je sais que c'est leur vision du monde, que c'est comment eux ils voient les choses, et que ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas à moi de prendre sur moi les problèmes que les gens me projettent dessus. Parce qu'en général, quand les gens jugent, c'est qu'ils projettent sur toi leur peur et leurs doutes. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que le regard, il change quand j'ai commencé à dire que je faisais de l'hypnose. Mais d'un autre côté, j'ai eu aussi l'opposé. J'ai eu des gens qui m'ont regardé avec peur, qui ont commencé à avoir peur de moi, qui d'ailleurs se sont éloignés de moi.
mais j'ai surtout eu plein de copains et de copines qui, parce que j'ai simplement dit que je faisais de l'hypnose dans les vies passées, ont vu là comme une ouverture, une permission, un accès de me dire toutes les choses supernaturelles qui leur étaient arrivées. Et là, j'ai découvert mes amis sous un autre jour. J'ai découvert tout un tas de personnes euh, qui avaient vécu des choses incroyables, qui avaient des dons incroyables. Et ça pouvait aller de la plus petite chose, entre guillemets, mais tu sais, fameuse histoire de euh, je pense à quelqu'un et cette personne m'appelle, et je pense à quelqu'un, je la rencontre dans la rue, et tu te rends compte, c'est incroyable, etc. À vraiment, j'ai eu des révélations sur des amis qui me racontaient qu'ils entendaient leurs plantes leur parler, etc. Et, euh, et en fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est que quand on ne parle pas de ce à quoi on croit, ou qu'on ne donne pas comme ça cette opportunité aux autres d'en parler, ben en fait, tout le monde garde pour soi des choses extraordinaires en pensant que si je le dis, je vais passer pour un fou ou une folle. On va pas me croire, on va se moquer de moi. Mais si tout le monde entendait toutes les histoires merveilleuses que j'entends tous les jours, le monde serait tellement différent. Parce que le nombre de fois en séance que j'ai des gens qui me disent c'est la première fois que j'en parle. Et quand c'est des gens qui ont 60 ans passés, je me dis mais c'est tellement dommage. Il y a tellement, tellement de belles histoires. Donc, moi, je suis une fervente, comment dire, croyante que parler de ce qu'on fait, parler de ce en quoi on croit, est bénéfique. Est vraiment, vraiment bénéfique. J'ai aussi appris avec le temps à savoir quand m'arrêter, où m'arrêter et avec qui parler de certaines choses. Donc, au début, j'ai fait mes expériences, je parlais à tout le monde et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait deux réactions principales quand les gens n'étaient pas prêts à entendre ce que j'avais à leur dire. Soit les gens rentraient dans la colère, soit les gens rentraient dans la peur. Et avec le temps, j'ai appris que quand la personne en face de moi rentre dans la colère ou la peur, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête de raconter ce que je suis en train de raconter. Il faut que je m'arrête de changer sa vision du monde parce que la personne n'est pas prête. Mais euh, c'est pas grave. En fait, avec le temps, je me suis entourée de gens où je peux complètement être moi, où je peux dire tout ça. Donc j'ai pas cette frustration à l'intérieur de moi de pas pouvoir être moi. Parce que je me suis créé maintenant un entourage où je peux être moi. J'ai même choisi maintenant un chéri qui croit à la même chose que moi. J'ai arrêté, j'ai arrêté voilà, les hommes qui croyaient pas à la même chose que moi, même si mon chéri à l'époque où j'ai fait ma reconversion ne croyait pas du tout à tout ça, mais m'écoutait sans me juger, et c'était déjà énorme. Mais après ça, j'ai vraiment posé l'intention d'être aussi avec un chéri qui croit aux mêmes choses que moi. Alors pour être totalement transparente, il ne croit pas tout à fait à tout ce à quoi je crois, même s'il y a cru par le passé, il y a des choses dont il a changé d'avis, parce qu'on a aussi le droit de changer d'avis. Donc il y a des choses auxquelles lui ne croit plus ou pas. Il y a des choses auxquelles moi je crois que je ne vais pas changer pour lui et dont je suis libre de parler avec lui parce que je sais qu'il ne va pas me juger dessus en fait. Parce que ce à quoi on croit, c'est aussi tellement, tellement personnel. Moi, c'est lié à mes expériences et aussi ça a évolué avec le temps. Ce à quoi je croyais quand j'ai commencé l'hypnose est très très différent de ce à quoi je crois maintenant. Euh, mais quand je le sens, quand je sens que j'ai en face de moi quelqu'un qui est ni dans la peur ni dans la colère, mais qui croit pas encore à tout ça, mais qui voilà a une certaine ouverture ou un potentiel pour, la seule chose que je fais, c'est que je plante des graines. Et la manière dont je plante les graines, parfois, c'est juste en posant une question. Euh, Parfois, c'est juste, et quelle est la pire chose qui se passerait si tu faisais ça ou si tu faisais pas ça? Et je laisse juste la personne avec ça. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Il faut comprendre aussi que
ta vision du monde, ta vision de ton futur, ta vision de ta vie professionnelle, c'est ta vision. C'est la tienne et celle de personne d'autre. Donc, pourquoi est-ce que tu devrais être embarrassé de ta vision? Pourquoi est-ce que tu devrais avoir honte de ton style de vie, de ce à quoi tu crois? Il y a aucune raison. Je pense c'est tellement important de vivre une vie dont ton futur toi sera fier. Et je dis bien ton futur toi parce que la seule personne qui doit être fière de toi, c'est toi. On fait pas les choses pour les autres, on fait pas les choses pour nos parents, on fait pas les choses pour nos voisins, nos collègues, etc. On fait les choses pour nous. Et il faut bien comprendre aussi que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas de rêve. C'est un truc que je me suis rendu compte avec le temps, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas cette envie d'expansion, cette envie de changer leur vie, de voir plus grand, de réussir mieux. Il y a plein de gens qui n'ont juste pas ça. Et je vais parler un instant des 4 stades d'évolution de Michael Beckwith, parce que quand j'ai entendu ça a fait tout un tilt chez moi qui m'a tellement aidée. C'est Michael Beckwith qui en parle, mais je ne sais pas si à la base ça vient de lui ou de quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave. Moi, c'est de lui que j'ai entendu. Et il parle que le premier stade d'évolution, c'est ce qu'on appelle le stade de la victime. C'est quand tu penses que toutes les choses arrivent à toi. C'est en général le stade où la vie te tombe dessus. Tu as l'impression de la subir, où tu as l'impression de ne plus rien contrôler. Et en général, c'est toujours, tout ce qui t'arrive, c'est la faute de tes parents, des voisins, du gouvernement, de la vie, de ton patron. Et en fait, rien n'est de ta faute. Et il faut bien comprendre que ce stade 1 que je suis en train de décrire, qui est le stade de la victime, à peu près 80% des gens se trouvent dans ce stade. C'est vraiment là où il y a la majorité des personnes. Le stade numéro 2, tu n'es plus victime, tu deviens manifesteur. Donc la vie ne t'arrive plus à toi, mais elle passe par toi. C'est là où tu commences à réaliser que tu n'es pas une victime et que tu peux en fait changer tout et n'importe quoi dans ta vie et dans tes expériences de vie. Que tu as la capacité de manifester des choses. Le stade 3, c'est quand tu deviens canal. Donc là, c'est quand la vie passe à travers toi. Donc c'est quand tu ressens que tu as cette grande connexion avec la vie, l'univers, c'est quand tu deviens davantage un canal et que tu permets à la vie de s'exprimer à travers toi, que les mots viennent tout seuls, que tu es inspiré, que tu reçois des messages. Ça, c'est le stade 3. Le stade 4, c'est le stade de je suis. Là, c'est quand tout ce qui t'arrive, c'est en tant que moi. C'est un stade où tu te sens complètement un avec le tout. Tu as l'impression d'être uni à la vie, à l'univers, au créateur, à cette énergie universelle de création. Et en général, quand tu es connecté comme ça à tout, tu te soucies très très peu du succès, de la réussite. C'est plus du tout ta priorité. Mais le stade 4, moi je sais qu'il y a 2 moments dans ma vie où je l'ai ressenti. C'était des moments très éphémères et je pense que c'est très dur de rester tout le temps dans ce stade 4 en fait. Mais c'est pas grave, je suis tellement contente de l'avoir ressenti. Donc, encore une fois, la plupart des gens sont au stade 1, sont au stade de victime. Ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient créateurs de leur vie, ils ne se sont pas encore pris la responsabilité de leur vie, de ce qui leur arrive. Donc tant qu'ils n'ont pas passé ce stade de 1 à 2, je trouve que c'est très très dur de travailler sur ces gens-là. Bon, en général déjà, ils viennent pas forcément me voir, mais je me rends compte que tant que ce cap n'a pas été passé, et je peux pas dire comment il est passé, parce qu'en général, les gens ont tout d'un coup, il se passe un truc, un réveil, un choc, quelque chose qui va les faire basculer de 1 à 2. C'est le fameux moment, tu sais, où tu comprends qu'il n'y a pas de hasard.
Mais une fois qu'ils sont dans le stade 2, je peux travailler avec eux, je peux faire plein de choses avec eux. Mais tant qu'ils sont dans le stade 1 de la victime, je suis extrêmement limitée dans la manière dont je peux aider les gens. Donc j'ai arrêté aussi de mettre de l'énergie là où c'est pas utile. J'ai arrêté d'essayer de convaincre quelqu'un qui est au stade 1 ou de lui parler de ce que je fais parce que je sais d'avance que ça n'a pas d'utilité et que ça va être juste une perte de temps et d'énergie pour moi. Une autre chose que je voudrais ajouter à tout ça aussi, c'est ça n'a pas forcément été mon cas, mais je l'ai beaucoup vu autour de moi. La plupart des guérisseurs ou thérapeutes, peu importe le terme qu'on utilise pour le coup, sont souvent le mouton noir de la famille. C'est-à-dire que souvent, déjà depuis le départ, ils sont différents. Ils se sentent différents, ils sont différents de sa famille. Et comme ils sont différents, ce qui se passe, c'est que toute la famille, au lieu d'aller voir ses propres problèmes, va venir projeter ses problèmes sur le mouton noir. C'est parce que tu es différent que ça va pas. Voilà. Moi, j'ai été très différente depuis le début de ma famille parce que j'étais la seule artiste dans ma famille. Mais j'ai pas ressenti ce syndrome du mouton noir comme d'autres auraient pu le ressentir. On l'appelle aussi le syndrome du bouc émissaire, où tu deviens le bouc émissaire de tous les problèmes de ta famille. Mais mon conseil pour toutes les personnes qui ont vécu ça ou qui ont grandi comme ça, c'est de reformuler les choses dans notre tête. C'est-à-dire que être différent de ta famille, c'est pas être le mouton noir de ta famille, c'est comprendre que en fait tu es le ou la pionnière de ta famille. Tu es la personne qui est en train de tracer une route que tes ancêtres n'ont encore jamais tracée. Tu es la personne qui est en train d'avancer sur un chemin inconnu pour eux. Tu es la pionnière, en train d'ouvrir la voie pour les générations d'après. Et quand tu te dis que tu es là ou le pionnière, du coup, je trouve que ça enlève le côté dramatique du mouton noir. Et que ça aide en fait à passer dans une manière de penser qui est plus positive. Voilà. Voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit sur le sujet dans mon expérience, mais maintenant je voudrais te donner des astuces concrètes. Ok. Si tu as peur de parler de ce que tu fais, peur des jugements des autres, ma première astuce, c'est bloque toutes les personnes dont tu as peur d'être jugé. Donc, c'est souvent la famille ou tes collègues ou des gens qui sont, je sais pas comment dire en français, des haters, des trolls, voilà, des trolls. Donc bloque-les ou va sur une plateforme où ils ne sont pas. Si personne de ta famille n'est sur TikTok, peut-être qu'aller sur TikTok, ça va être la solution pour toi. Mais va dans un lieu où tu les bloques. De toute façon, en général, les gens ne voient pas qu'ils sont bloqués. Comme ça, tu peux parler librement de tout ce que tu as envie de parler. Parce que ton espace est ton jardin, ton temple. C'est sacré. Je l'ai compris au moment où j'ai posté sur Instagram une vidéo qui est devenue virale. D'ailleurs, ma seule vidéo qui est devenue virale. Mais quand j'ai posté la vidéo où je plie une cuillère par la pensée, les 5000 premières vues, j'ai eu que des commentaires adorables puisque c'était les gens de ma communauté. À partir de 5000, ça a basculé. Et là, j'ai compris que l'algorithme d'Instagram commençait à montrer ma vidéo à tout le monde. Et là, j'ai commencé à avoir tout un tas de commentaires qui disaient que c'était du faux, que c'était du chiqué, que ma cuillère, on pouvait la plier comme ça, blablabla. Bref, beaucoup de sceptiques. J'ai rien contre les sceptiques, parce que je pense que le scepticisme, c'est bon. Donc voilà. Et puis j'ai reçu un message qui était menaçant, pour le coup, qui m'a fait peur sur le coup, mais qui m'a obligée à... ou du moins pour le coup c'est mon chéri qui m'a aidé à prendre cette décision, mais à bloquer les commentaires sous cette vidéo. Donc j'ai tout simplement enlevé les commentaires. Et en enlevant les commentaires, j'ai enlevé tous les trucs désagréables. Et je me suis allégée ma santé mentale. Mais du coup, j'ai passé aussi un temps certain à bloquer toutes les personnes qui avaient mis des commentaires désagréables. Pour que ces personnes-là
ne voient plus mon compte, qu'il soit plus là. C'est un peu comme si je devenais le videur de mon compte Insta et que je disais toi tu peux pas rentrer. Donc vraiment, ma première astuce c'est ça, bloque toutes les personnes dont tu as peur d'être jugé. Comme ça, tu peux parler librement. Moi, là, quand je fais mon podcast, je suis pas en train de me dire mais est-ce que mes parents vont écouter cet épisode ou est-ce que ma sœur va l'écouter? J'en sais rien. D'ailleurs, si c'est ma sœur, ce sera pas un problème, mais j'ai vraiment, quand je parle de sujets qui me passionnent, je suis en train d'en parler par le cœur. Je suis tellement animée par ce que je parle que, en fait, je suis même pas en train de penser à qui va l'écouter. C'est comme si je parlais à ma meilleure amie, en fait. Donc voilà. Astuce numéro 2. Suis des personnes qui sont plus avancées que toi sur le même chemin que toi. C'est-à-dire que j'ai plusieurs mentors, et quand je dis mentors, c'est pas forcément des gens avec qui je travaille, c'est pas forcément des gens dont j'ai pris les formations, etc. Mais les gens que je suis sur Instagram sont des personnes que j'admire. J'admire la manière dont ils vivent leur vie, ou de leurs valeurs. On a les mêmes valeurs, on a des points communs, et c'est des gens que je sens que je pourrais potentiellement être dans le futur, mais que je suis pas encore à leur niveau, et c'est complètement ok. Mais du coup, ça me tire vers le haut de les suivre. Donc très important de suivre des gens aussi sur Instagram qui vont comme ça t'emmener vers le haut. Attention à ne pas suivre des gens qui te font sentir mal ou moins bien, par contre, parce que ça c'est contre-productif. Mais suivre des gens qui sont plus avancés et qui te montrent le chemin, tu sais quoi, c'est le pionnier du pionnier quelque part, ben c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant. Mon astuce numéro 3, et j'en ai un peu parlé, mais c'est entoure-toi de gens qui pensent comme toi, ou du moins trouve-toi une communauté où tu peux être toi. Il faut que tu aies un endroit dans ta vie, il faut que tu aies des personnes avec qui tu peux être pleinement toi. Parce que si t'as pas des personnes avec qui tu peux être pleinement toi, ça va être extrêmement frustrant et tu auras toujours l'impression de te cacher. Moi, j'ai aucun problème à aller dans ma famille et ne pas parler de ce que je crois pendant 2 semaines ou parler d'autres choses, quelque part peut-être plus terre à terre ou plus pratico-pratique, mais j'ai aucun problème parce que je trouve ça rafraîchissant de parler d'autres choses, parce que maintenant je suis entourée de tellement de gens qui pensent comme moi que c'est chouette aussi d'avoir des gens qui voient la vie autrement. Donc voilà, trouve-toi une communauté où tu peux justement t'exprimer. Mon astuce numéro 4, c'est bien comprendre que tu n'as pas à te justifier de faire ce que tu aimes. C'est génial de faire ce que tu aimes. C'est génial que ton métier soit ta passion. C'est génial que tu aies envie de partager. Partage, fais-le. Mais c'est aussi à qui tu dois partager et quand est-ce que tu dois t'arrêter. Voilà, juste il y a un petit discernement à avoir de à qui je peux parler de ces choses-là, à qui je peux pas. Et ce discernement, il vient avec forcément les expériences et le temps. Et aussi, mon astuce numéro 5. Il faut bien comprendre que je pense que je ne partage qu'à peu près 10% de ma vie pro à mes parents. Il y a plein de choses que je ne partage pas avec eux. Et ça allège nos relations. Parce que si je partageais tout, je pense qu'on rentrerait dans des grands débats pendant très longtemps. Ou du moins que mes parents seraient vraiment pas tout à fait d'accord. Mais c'est pas quelque chose qui a été dit, c'est un espèce d'accord tacite. Mais je partage très peu en fait de toutes les belles choses que je vois dans mes séances. De un, parce que bon, mes séances sont confidentielles, donc il y a ça aussi, mais j'ai pas envie de me prendre la peur, les doutes, les problèmes des autres. Voilà. Et autre chose que je pense qui est très très important quand on se lance dans le domaine du bien-être et surtout dans le bien-être spirituel, je pense qu'il y a 4 séances que tout thérapeute qui commence devrait faire. 4 séances qui vont, voilà, comme ça, libérer les blocages et libérer la voie pour ensuite pouvoir être encore un meilleur thérapeute. Je pense que la première séance à faire, peu importe, je vais en dire 4, il n'y a pas d'ordre, hein, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais il y en a une qui doit être faite sur le fait d'arrêter de vouloir sauver le monde. Le fameux syndrome du sauveur. Il colle à la peau de tous les guérisseurs. On ne ferait pas ce métier si on n'avait pas ce syndrome à la base. Donc, travailler dessus, arrêter de vouloir sauver le monde, c'est la première séance à faire.
Parce que quand on comprend que vouloir sauver les autres, c'est bien, mais si tu arrives à sauver une personne, c'est déjà énorme, et si cette personne, c'est toi, c'est encore mieux, c'est génial. C'est vraiment génial. La deuxième séance qui est bien à faire aussi, c'est libérer tous les traumas qu'on peut avoir de vie passée qui ressurgissent quand on commence à se lancer dans cette voie-là. Donc très souvent, quand on est guérisseur ou guérisseuse, qu'on se lance dans cette voie-là, c'est comme si tout notre instinct et notre inconscient de survie dit oh, mon Dieu, mais tu te souviens pas, la dernière fois que t'as fait ça, c'était hyper dangereux, le fais pas, mais enfin, tu te souviens pas. Et en fait, t'as tout comme ça, les vies qui reviennent. Alors, il se peut que ce soit qu'une seule vie, il se peut que ce soit plusieurs, mais en général, allez voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'étais guérisseur ou guérisseuse? Et ça se peut que dans une vie passée, tu étais docteur, il se peut que tu étais infirmière, il se peut que tu étais herboriste, il se peut que tu étais prise pour une sorcière, il se peut que tu faisais du magnétisme, il se peut que tu étais un prêtre ou une prêtresse. Peu importe la forme que ça avait, ou que tu es un homme médecine ou une femme médecine, voir comment ça s'est fini. Pourquoi ça s'est fini comme ça? Parce que dans mon expérience, il y a toujours une raison pour laquelle ça s'est mal fini, et c'est pas juste que les gens m'ont pourchassé. Souvent, on a fait quelque chose dans cette vie-là, comme par exemple, on s'occupait d'un enfant, par exemple, et cet enfant, il est mort alors qu'on était censé le sauver. Et du coup, on se sent coupable de ne pas avoir réussi à sauver cette personne, cet enfant, etc. Et il faut bien comprendre que dès qu'il y a de la culpabilité, ça attire l'énergie de punition. Si je me sens coupable, je vais attirer l'énergie de punition. Et très souvent, la plupart des vies passées comme ça qu'on va voir, c'est souvent qu'il y a de la culpabilité quelque part. Pas toujours, il y a toujours des exceptions, mais en général, voilà, se libérer de tout ça, ça permet d'avancer sereine. Une autre séance que je conseille de faire, c'est aussi libérer toute la colère ou le sentiment d'injustice qu'on pourrait avoir par rapport à Dieu. Alors j'utilise le mot Dieu parce que souvent c'est des croyances ancestrales. J'imagine que la plupart des gens qui m'écoutent ont des ancêtres chrétiens. Si tes ancêtres ne sont pas chrétiens, ben ce sera peut-être pas Dieu, mais ce sera ta colère envers Allah, Bouddha, Yahvé, peu importe. Mais libérer cette colère permet d'avoir une meilleure connexion avec justement cette énergie de création. Parce qu'en Theta Healing, on appelle Dieu le créateur de tout ce qui est. Donc voilà, ça permet de mieux se connecter au créateur de tout ce qui est, de pouvoir mieux entendre les messages. Donc très important de libérer cette colère. Et moi, je dis souvent que la colère envers Dieu, le Père, avec un grand P, est très souvent liée à notre propre colère envers notre Père avec un petit p. Donc voilà, plus tu libères ce sentiment d'injustice, on peut avoir plein de croyances. On peut avoir la croyance que Dieu punit, que Dieu est injuste, que Dieu est un Dieu vengeur, etc. Plus tu libères ça, meilleure sera ta connexion à ta propre intuition. Et la troisième séance que je recommande aussi toujours de faire, c'est libérer toutes les résistances qu'il pourrait y avoir à faire des guérisons instantanées. C'est-à-dire que si tu crois pas que faire une guérison instantanée c'est possible pour diverses raisons, parce qu'on t'a dit que c'est impossible ou autre, le jour où tu vas libérer cette croyance-là, tu vas avoir des guérisons instantanées devant toi. Donc, si tu veux des séances qui sont rapides et efficaces, ça, c'en est une très bonne à travailler dessus aussi. Voilà. Bon, j'espère que tout ça t'aura un peu aidé. C'était mon thème de ce soir et je vois que ça fait déjà un certain temps que je parle dessus. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça résonne avec toi, si tu te sens aussi comme ça, peur d'être jugée, peur d'être prise pour une folle. Et en fait, je vais rajouter encore un truc qui me vient. Souvent, c'est aussi... cette peur d'être prise pour une folle est aussi très très souvent liée à la peur d'être pas légitime. Le syndrome de l'imposteur. Il faut bien comprendre que peu importe la formation que tu as suivie, que ce soit une formation de 3 jours, que ce soit une formation de 2 ans, ça n'a aucune importance. Moi, le jour où j'ai compris que, en fait,
j'avais commencé à pratiquer le métier que je fais aujourd'hui depuis au moins 10 ans avant de le faire, ça m'a tellement soulagée. En fait, j'ai compris que mes premiers clients, c'était mes amis. C'était mes amis qui avaient des problèmes et qui venaient se confier à moi, qui venaient me demander conseil. Et que, en fait, quand je me suis lancée dans l'hypnose et que j'ai fait 1 mois de formation, pour mes parents, c'était pas du tout légitime de pouvoir du coup travailler sur la psyché des gens, alors que en fait, ça faisait 10 ans que je le faisais, sauf que j'appelais pas ça comme ça, sauf que c'était pas mon travail, que j'avais juste l'impression d'être une bonne amie. Mais dans mon expérience, tous les futurs thérapeutes étaient déjà le thérapeute de leurs amis avant même de faire quoi que ce soit. Et même si là, en France, on est dans un pays où on adore les diplômes, les papiers, les certifications, où le nombre d'heures que tu as passé à faire une formation compte, en fait, c'est pas ça en fait en vrai. En vrai, c'est la pratique qui compte. Et donc si ça fait 10 ans que tu pratiques, comment est-ce que tu mesures ça? Comment est-ce que tu mets une valeur dessus? Donc voilà. Pour moi, le syndrome de l'imposteur n'a pas lieu d'être. Et il faut bien comprendre que jamais tu t'en débarrasseras complètement. Il y aura toujours des moments où tu vas avoir ce syndrome de l'imposteur. Mais la manière dont tu vas le gérer va évoluer et va changer. Et il faut bien comprendre que tu n'as pas besoin d'être expert en un domaine pour aider les autres. Tu n'as pas besoin de déjà tout savoir. Les gens qui vont arriver sur ta page Insta, ta page Facebook, ton site, etc., c'est des gens qui sont en quête de la même chose que toi, mais que toi, t'as déjà trouvé. Et en fait, il faut bien comprendre que tu en sais déjà plus que tout un tas d'autres gens. Et c'est ces personnes-là qui sont tes clients. Tu sais plus que d'autres. Ne jamais oublier ça. Voilà. Donc lance-toi. Et pendant que je suis sur le syndrome de l'imposteur, pour le coup, je voudrais te donner une action à faire. Parce que si mes épisodes peuvent t'aider comme ça aussi, avec une action, quelque chose à faire qui change pour toi ta manière de percevoir les choses, tant mieux. Donc, mon astuce, si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est de faire une liste de toutes les actions badass que tu as fait par le passé. Juste les lister. Peu importe si ça n'a pas obligé d'être en lien avec ton domaine. Si tu as fait un saut en parachute, si tu as, je sais pas, osé faire quelque chose que personne n'a osé faire. Bref, liste toutes les actions badass que tu as pu faire. Et ensuite, demande à quelqu'un d'autre de te lire la liste à toi. Parce que la faire lire par quelqu'un d'autre va te rendre compte que la personne qui a déjà fait toutes ces actions badass, c'est toi, et que toi, t'es une badass. Donc voilà, mon conseil, faire cette liste-là. Donc bref, j'ai 2 conseils. Faire une liste de qui sont les autres dont tu as peur du jugement, et faire une liste de toutes les actions badass par le passé. Ok, je sais que j'ai dit plein de choses dans cet épisode. Je pense que je vais essayer de résumer tout ça, toutes les actions, etc. dans les notes de l'épisode pour que tu n'aies pas à prendre des notes pendant que je parle. Donc ne t'inquiète pas si t'as pas pris de notes. Je vais les mettre dans les notes de cet épisode. Tu pourras tout simplement copier-coller et les avoir à portée de main. Et du coup, je vais profiter du thème de cet épisode aussi pour te partager que je vais faire partie du 3e sommet des professionnels du bien-être qui va avoir lieu le 26 et 27 septembre. C'est un événement pendant 2 jours en ligne. Tu vas profiter de tout un tas de conférences, d'ateliers, d'interventions, d'entrepreneurs, d'écoles, d'associations, etc., de rencontres entre professionnels du bien-être. C'est complètement 100% en ligne. Tu as le choix d'acheter un ticket pour 1 jour ou le choix d'acheter un ticket pour 2 jours. Ce sommet s'adresse à toutes les personnes qui viennent de s'installer en tant que coach, praticien du bien-être ou du mieux-être ou qui sont déjà installés depuis quelques années. Donc si tu viens de t'installer le 1er jour, il est pour toi. Si tu es déjà installé, ça va être plutôt les interventions du 2e jour. Tu as tout le programme sur le site copleny.fr.
Il suffit de cliquer ensuite sur le sommet. Tu as donc le choix, comme j'ai dit, entre deux tarifs. Je les ai plus en tête, mais je vais te laisser dans les notes de l'épisode mon code. J'ai un code pour ma communauté pour avoir 20% sur le pass un jour ou le pass 2 jours. Donc si ça t'intéresse, il suffit de mettre le code SOMMETNINA24 en un mot. Et tu bénéficieras d'une réduction. Sache que je ne touche absolument rien dessus. C'est juste... voilà, j'ai le plaisir d'avoir un code à offrir aux gens qui me suivent et à ma communauté. Et donc je suis trop contente de pouvoir faire ça. Moi je vais intervenir le 27. Je vais parler de comment aligner ton business à ton énergie féminine et à ton image. J'ai trop hâte, je suis déjà en train de préparer l'atelier et honnêtement ça va être trop bien. Bref, retrouve-moi là-bas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et sinon, si les séances dont je t'ai parlé te parlent, comme libérer la colère envers Dieu et se libérer des traumas de nos vies passées, sache que je vais donner bientôt la formation Theta Healing Relations du Monde, où justement on travaille tout ça, tous les préjugés qu'on peut avoir envers certaines religions, envers certains groupes de personnes, se libérer de tout ce qui peut nous entraver par rapport à ça. Et si tu veux savoir à qui faire confiance, comment t'entourer justement de gens qui croient à la même chose que toi, qui sont plus ta famille d'âme, je donne une formation la semaine prochaine qui est toi et ton cercle intime, qui est aussi une formation Theta Healing. Pour ces 2 formations, il faut avoir fait base, avancée et approfondissement, donc il faut avoir fait les 3 niveaux de base. Mais dans toi et ton cercle intime, on va justement aller voir comment savoir très très rapidement, en 5 minutes chrono, à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux pas faire confiance, qui est-ce que tu peux laisser rentrer dans ton cercle intime, avec qui est-ce que tu peux être toi, avec qui est-ce que tu peux être pleinement toi, échanger sur tes secrets, être des confidents, etc. Donc voilà, si une des 2 formations te parle, n'hésite pas à nous rejoindre. Et si tu as des questions par rapport à cet épisode ou toute autre chose, tu peux toujours venir aussi sur Instagram, me parler, me laisser des messages ou me laisser un commentaire sous l'épisode. J'y réponds avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un bon moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gate. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures En toute vulnérabilité.